Bonjour, Michel Quentin, délégué de l'Association des parcs et jardins en région Centre-Val de Loire, APGRC. Je vais vous parler des arboretums en région Centre-Val de Loire, entre expérimentation et paysage. Cette intervention va se décomposer en trois parties. Les arboretums ont été constitués en France à partir du 19e siècle, à l'époque des grandes prospections botaniques destinées à inventorier les arbres du monde entier. Selon Étienne Charles, le terme arboretum est attesté au XVIe siècle, selon l'ouvrage de Marie-Hélène Bentière, Jardin, vocabulaire typologique et technique. Et notamment dans l'ouvrage de Jean Nicot, Trésor de la langue française, réédition de l'édition originale de 1869. Le baron Enouf, dans son ouvrage sur l'art des jardins publié en 1658, recommande de réserver un emplacement bien exposé destiné à former un arboretum pour les arbres fruitiers et d'ornement susceptibles d'être acclimatés. C'est en 1739 que Buffon introduit dans sa propriété de Montbard, en Bourgogne, des arbres exotiques dont il donne des exemplaires à Duhamel du Monceau, originaire de la région d'Orléans, pour ses domaines de Monceau, Vrigny et Denainvilliers dans le Gâtinais. Situé en plein cœur du Val-de-Loire, à quelques kilomètres de Pithiviers, le château de Denainvilliers a été édifié entre 1620 et 1638. Voici un portrait de Duhamel du Monceau d'après François-Hubert Drouet. Le traité des forêts, composé de 8 volumes et d'un supplément, est le fruit de 40 ans de travail et se présente comme un ouvrage scientifique et de vulgarisation. De sa connaissance des essences provenant du monde entier qu'il observe au fur et à mesure de leur introduction, Duhamel du Monceau va tenter de tirer un profit immédiat dans l'acclimatation et l'utilisation des espèces correspondantes pour les boisements rendus prioritaires du fait des craintes grandissantes vis-à-vis du manque de bois. À l'époque, dans le but de restaurer des massifs forestiers dégradés, une politique d'introduction et d'acclimatation d'essences étrangères est mise en place. Duhamel du Monceau partage son temps entre la capitale et ses terres de Vrigny, du Monceau et de Dénainvilliers, qu'il transforme en jardin d'essai ou en ferme expérimentale avec son frère Alexandre. Les travaux d'acclimatation à grande échelle des différentes essences envoyées de l'étranger constituent de véritables arboretums. En 1784, à Vrigny, se trouvent ainsi près de 692 espèces ou variétés différentes. C'est amusant de noter sur cette image, et notamment l'image de droite, la représentation de l'arbre à taille adulte et à l'échelle humaine. Roland-Michel Barin, comte de la Galicionnière, 1693-1756, est quant à lui officier de marine et administrateur colonial sous Louis XV. Suite à l'ordonnance de 1724, qui enjoint aux capitaines de rapporter plantes et semences de leurs voyages lointains, il rapporte en 1734 le premier Magnolia grandiflora. Il entretient une collaboration avec Duhamel du Monceau. Je vous envoie, dit-il, une ample récolte de semences et de plantes, quoi je joindrai quelques oiseaux empaillés. Là, c'est une petite correspondance lors de son voyage en Nouvelle-France en 1739. En 1752, il publie avec Duhamel du Monceau Instructions pour le transport par mer des plantes, semences et animaux, destinées à faciliter l'importation d'espèces exotiques en France depuis le Canada. Henri-Louis et Alexandre pourraient être considérés comme les pères de la météorologie après avoir, dans le Pithiviers, effectué des observations journalières de 1740 à 1782 pour l'Académie des sciences. L'image nous indique la mention des observations faites au château de Dénainvillers durant l'année 1754. On peut lire un résumé de ces observations relevées par Duhamel du Monceau pour le mois de mars 1753. Il a gelé presque tous les jours. De nombreux boutons d'arbres fruitiers sont endommagés et le prix des denrées a beaucoup augmenté. Duhamel du Monceau parle même de prix exorbitants pour acheter des semis. Un autre personnage, Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, né le 6 décembre 1721 à Paris, guillotiné malheureusement le 22 avril 1794, Malesherbes est un magistrat, homme d'État et botaniste. Madame de Sénozan était la sœur de Malesherbes et la grand-tante d'Hervé de Tocqueville. Il existe ainsi une correspondance botanique dans le chartier des Tocqueville aux Archives nationales Fond-Sénozan.
comme vous pouvez voir, ce petit livre qui est une instruction à la botanique composée par Monsieur de Malesherbes pour Madame de Sénozan, sa sœur, et que cette dame a donné à elle, grand bailli de Lanzer en Haute-Alsace, en 1783. En 1771, Malesherbes entreprend d'importantes plantations sur ses terres et acquiert progressivement une solide réputation dans le domaine horticole et botanique. C'est dans son château de Malesherbes, dans le département du Loiret, qu'il organise ainsi ses plantations. Centre de ses expériences d'acclimatation, le parc, dit-on, rassemblait la plus belle collection d'arbres indigènes et exotiques de la région à la fin du XVIIIe siècle. Ici, vous avez l'histoire du cyprès distique en Amérique et observations sur sa culture en France par Monsieur de Malesherbes. Le cyprès d'Amérique est l'arbre le plus haut et le plus gros qui croisse dans cette partie du monde, excepté l'arbre qui porte des tulipes. Malesherbes veut ainsi parler du tulipier de Virginie, l'Hyriodendron tulipifera. Ainsi se termine cette première partie consacrée à deux botanistes lorrains qui ont beaucoup œuvré au XVIIIe siècle pour la sylviculture et l'acclimatation d'arbres et arbustes exotiques dans les parcs et jardins. Nous allons maintenant faire un tour dans quelques arboretums en région Centre-Val de Loire. Nous commençons par le plus ancien, l'arboretum de la Fosse. Situé à Fontaine-les-Coteaux, près de Montoire-sur-le-Loir, dans le Loir-et-Cher. Avec l'arboretum de Baleine, créé en 1804, l'arboretum de la Fosse est effectivement l'un des plus anciens arboretums privés de France. Des milliers d'arbres et arbustes du monde entier ont été plantés depuis la fin du XVIIIe siècle autour des bâtiments, puis selon le dessin paysager réalisé par son propriétaire, Alexandre Sébastien Gérard. Sur les 25 hectares d'un coteau de la vallée du Loir, les innombrables découvertes botaniques des 3 derniers siècles, ainsi que la persévérance de 8 générations de la même famille, ont permis un entretien et un enrichissement constant. Alexandre Sébastien Gérard, 1778-1863, ingénieur des ponts et chaussées et président du conseil d'administration de la manufacture des glaces de Saint-Gobain, hérite de la propriété. Il a la passion des plantes et fait partie de ceux qui ont conseillé l'impératrice Joséphine pour les plantations de son domaine de Malmaison. Il profite des nouvelles introductions dues aux nombreux voyages des botanistes en Amérique du Nord et en Asie et il crée un arboretum à la Fosse. Ce dernier prend place sur des terres à l'origine occupées par des bois et des vignes. Le dessin du parc, pensé par Alexandre Sébastien Gérard, est conçu entre 1810 et 1820. Il agrandit également les bâtiments existants et dresse un belvédère où le pigeonnier est construit en 1817. Enfin, l'orangerie est édifiée pour accueillir la collection d'orangers que lui a offerte l'impératrice Joséphine. De nombreuses allées et clairières, soigneusement aménagées, sont bordées de plantes dont l'intérêt scientifique se double d'un attrait esthétique. Certaines floraisons, comme des magnolias, des cornus, des rhododendrons, sont spectaculaires au printemps, tandis qu'à l'automne, les couleurs des Parosia persica, des Nyssa sylvatica, des Caria ovata accompagnent celles des cyclamènes de Naples en sous-bois. Parmi les arbres les plus remarquables de la fosse, citons Cedrus libani, 1810, Pinus laricio, 1820, Juniperus drupacea, 1880, Taxus baccata fastigiata, 1825, Quercus dentata, Cedrus brevifolia, Davidia involucrata, 1905. On admirera également les magnifiques écorces des Acer griseum et herci, des Prunus cerula et maci, des Betula costata et albocinasis septentrionalis, des Arbutus andractés et menziesi. Le parc de la Fosse, comme d'autres arboretums, joue un triple rôle de conservation, d'expérimentation et d'observation. Il est l'un des plus anciens arboretums de France et le premier ayant reçu la protection des monuments historiques en 1978. L'arboretum a ouvert ses portes au public en 1984. La gestion est aujourd'hui assurée par Jacques Gérard. L'intérêt du parc réside notamment dans le fait qu'il n'y a jamais eu de discontinuité depuis sa gestion depuis 1751. Les plantations se poursuivent toujours aujourd'hui, mais le parc n'est plus agrandi. La protection au titre des monuments historiques garantit sa structure et son dessin. La richesse botanique est maintenue. Xavier Deternes en parle dans la dernière conférence des Jeudis du patrimoine. Dans notre région, 140 parcs et jardins sont protégés avec un bâti
mais seulement 4% de jardins seuls sont protégés. Il faut rappeler de nouveau que l'arboretum de la Fosse est le premier cas en 1978 d'une protection exceptionnelle d'un site pour son intérêt botanique. Le mot arboretum n'apparaît que 4 fois dans la liste de protection des parcs et jardins protégés en France. Un deuxième site très connu est l'arboretum des Bars, situé à Nogent-sur-Vernisson, près de Montargis, dans le Loiret. En bordure de la forêt d'Orléans, au sud du Gâtinais, à une vingtaine de kilomètres respectivement de Montargis et de Gien, l'arboretum national des Bars est immanquablement lié à la renommée de la famille Vilmorin. Au XVIIIe siècle, Philippe Victoire s'adonne à l'étude de la botanique avec ardeur. Il s'associe avec son ami Pierre Andrieux, grainetier et botaniste du roi Louis XV, pour former un commerce de graines potagères, agricoles et forestières sous l'enseigne de la maison Vilmorin-Andrieux. Il épousera d'ailleurs la fille de ce dernier le 14 juillet 1774. La célèbre entreprise deviendra l'un des plus grands fournisseurs de plantes au monde. En 1821, Philippe-André de Vilmorin acquiert le domaine des Bars, terre de culture et de quelques bois, présentant néanmoins différents types de sols propices à y pratiquer des expériences de culture comparée d'arbres. Il y installe une ferme expérimentale, mais aussi des plantations comparatives d'arbres, notamment de pins et de chênes. De 1821 à sa mort en 1862, il y poursuit plantation et observation, faisant œuvre véritable de précurseur dans l'étude des caractéristiques écologiques et génétiques des essences forestières. En 1866, l'État se rend acquéreur de 60 hectares du domaine pour y installer un arboretum et un centre d'enseignement forestier. Maurice de Vilmorin, en 1891, fait construire le château des Bars sur la parcelle familiale. Il crée aussi le Pinetum et le fameux Fruticetum vilmorianum, une exceptionnelle collection systématique d'arbustes qui sera donnée à l'État en 1921 par Jacques de Vilmorin, son fils. En relation permanente avec des missionnaires d'Extrême-Orient, il enrichit les collections des Bars de nombreuses espèces de la flore chinoise. En 1936, l'ensemble de la propriété est léguée à l'État, qui crée l'école forestière des Bars et poursuit la vocation scientifique de conservatoire génétique. Véritable herbier vivant, les collections sont distribuées par zone géographique ou classement systématique. On y trouve le pinetum, le fruticetum, les arboretums Gouet, Pardet et Lemos, du nom des principaux directeurs éminents dendrologues. L'arboretum est aujourd'hui divisé en 3 collections. Continentalis, créée en 1873, présente les plus vieux sujets de l'arboretum groupés selon leur aire géographique d'origine. Classifica, créée en 1894, réunit les arbres et arbustes par famille et par genre. Et enfin, le Bizarretum, créé en 1941, rassemble des espèces aux caractéristiques insolites pour la plupart des variétés créées artificiellement par l'homme. L'arboretum des Bars présente 2624 genres, espèces et variétés, 8960 sujets au dernier inventaire de mars 2012. Reconnue sur le plan mondial, c'est la collection la plus ancienne et la plus riche d'arbres et d'arbustes de l'hémisphère tempéré. Quelques superbes photos. Le domaine des Bars couvre une superficie de 250 hectares régie par l'ONF. Aujourd'hui, le gestionnaire de l'arboretum continue à assurer la gestion des collections, mais malheureusement, le site n'ouvre plus que ponctuellement au public et c'est fort regrettable. Un troisième arboretum, l'arboretum des Grandes Bruyères, situé à Ingrane, dans le Loiret, au cœur de la forêt d'Orléans. En 1969, achat du terrain de 14 hectares par les propriétaires M. et Mme de la Rochefoucauld. En 1972, les travaux débutent par un long travail de défrichement manuel pour respecter la nature.
Le site est classé en 1979 réserve naturelle volontaire et est reconnu comme conservatoire écologique et ornithologique. En 1984, les propriétaires en font don à la Fondation des Parcs de France, devenue aujourd'hui Arboretum de France, afin d'en assurer sa pérennité. Le parc ouvre au public en 1991 et en 1993, l'arboretum des Grandes Bruyères est reconnu d'utilité publique ainsi que d'intérêt général. Situé dans une réserve naturelle de 24 hectares, l'arboretum paysager, inspiré au départ de l'œuvre de Gertrude Jekyll dans sa partie la plus formelle, présente une collection de 6500 plantes arbustives. La superficie est de 12 hectares, le sol est sableux. Les collections sont en provenance des 3 climats tempérés de l'hémisphère nord, Europe, Amérique du Nord et Extrême-Orient. En se fondant insensiblement dans la forêt, les arboretums sont organisés en fonction de l'origine géographique des plantes, mais aussi de leur forme et de leur floraison, composant ainsi un tableau harmonieux à chaque moment. Ici, une vue de l'allée du Pacifique qui mène aux collections d'espèces américaines. Beaucoup de collections sont labellisées par le CCVS, Conservatoire des collections végétales spécialisées. Collection de magnolias, de cornouillers, de chênes, de roses, de cyprès, d'épicéas, pins, sapins, bruyères et stewartia, à l'écorce remarquable. L'inventaire est également remis régulièrement à jour avec le nom de la plante, son emplacement et le nombre de sujets dans l'arboretum. Les missions sont multiples. Bannir tout produit de synthèse, rassembler et étoffer des collections rares et diversifiées et mettre à disposition les inventaires botaniques, associer les scientifiques et l'étude de la biodiversité ornithologique et botanique, enfin, sensibiliser le public à l'écologie et la préservation du patrimoine botanique, tout en formant des stagiaires, apprentis, afin de transmettre le savoir-faire botanique. Nous terminons par une photo de chêne remarquable situé au cœur de l'arboretum et qui en fait son symbole. L'arboretum de la Martinière. Il est situé à Vaigné, près de Montbazon, dans l'Indre-et-Loire. Dans cet arboretum se trouvent 19 zones de plantation déterminées de façon aléatoire et qui structurent l'arboretum. Zone humide avec des étangs utilisés pour leurs reflets ou leurs brumes, zone des lianes, zone aérée de la prairie, bois de conifères. Au sud, les douglas protègent l'arboretum de l'extérieur. Mélange d'écorces, de branchages colorés, association de fleurs, de baies ou de feuillages rythment l'arboretum en toute saison. Les étangs, utilisés pour leurs reflets et leurs brumes, complètent cet ensemble. Michel Davot, propriétaire, diplômé de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, anime le parc par des installations à base de bambous et de végétaux. On y trouve également plus de 90 espèces de bambous. Nous terminons par une très belle photo d'automne qui fait en fait tout le charme et la réputation de cet arboretum. Enfin, nous allons parler de 3 autres arboretums, l'arboretum d'Ilex, Adeline et Poulaine, qui sont situés dans le Loiret, dans l'Indre et dans le Cher. Le jardin arboretum d'Ilex se situe entre Orléans et Blois, à Main-sur-Loire. Il est implanté dans un marécage, anciennement appelé arboretum des Prédéculants. Il s'agit d'un parc paysager composé de petits îlots reliés par des ponts de bois étalés sur une surface de plus de 2 hectares dans le cadre de la reconquête du paysage. C'est une promenade le long de ces cours d'eau appelés les Mauves, venant d'un mot celtique signifiant rivière lente alimentée par des sources. Conçu et dessiné par Pierre Paris en 1887, en 2016, l'arboretum des Prédéculants change donc de propriétaire. Le nouveau propriétaire est Stéphane Chassine, propriétaire des Jardins de Roquelin, et le nom change. L'arboretum des Prédéculants devient maintenant le Jardin arboretum d'Ilex. De nombreuses espèces de végétaux botaniques y sont représentées, principalement érables, bambous, clématites, cornouillers, hydrangeas, hostas. Une collection d'astilbes, labellisée par le CCVS, y prend place depuis 2007. La collection nationale CCVS de clématites des pépinières Arnaud Travers est là-bas depuis 2011.
On y trouve aussi une collection d'hémérocalles et une présentation de rosiers lianes du rosieriste André-Ève sur des structures de plusieurs dizaines de mètres. L'ambiance est bucolique. Dans ce lieu fut installé le Conservatoire national d'Ilex, Ilex veut dire où, reconnu collection nationale en 1991 par le CCVS et par la Holy Society of America en 1999, où se développent plus de 500 ilex différents. Un autre arboretum, l'arboretum d'Adeline, situé dans l'ancien lit de la Loire aux confins du Berry. Cet arboretum de 11 hectares a été créé en 2002 et présente plus de 2000 espèces. Les visites commentées des collections permettent la découverte sensorielle jusqu'à la compréhension du mécanisme de la morphologie de la plante, les écorces, les fleurs, les fruits et la nature du sol, indispensable à une bonne croissance. L'arboretum est reconnu pour ses collections, dont 3 nationales décernées par le CCVS, collection nationale de liquidambar, de ginkgo biloba et de tilia. Enfin, le dernier arboretum de cette série est le jardin arboretum de Poulaine. Superficie des jardins 4 hectares et demi sur un domaine de 20 hectares. Cet arboretum, qui est situé donc dans l'Indre, non loin de Valençay, se trouve dans un coin tout à fait campagnard. Dès le portail, des arbres de collection mènent à un cheminement au bord du ruisseau qui lui-même emmène vers un parcours de bambou et un arboretum. En remontant, on découvre un jardin plus formel avec gloriettes, rosiers, chemins d'eau et cheminement entre des arches de glycine, des buissons à petits fruits et des rosiers. La propriétaire, Valérie Hainaut, rencontre Gérard et Claudie Aldine en 2006 et décide de créer avec leur aide un arboretum sur 1 hectare qui contient aujourd'hui environ 300 espèces différentes. Quelques photos d'ambiance dans ce jeune arboretum et une vue de drone qui montre en fait la façon dont l'arboretum est composé d'îlots. Nous terminons notre balade dans les arboretums en région Centre-Val-de-Loire par un cas atypique, l'arboretum de la Petite Louaterie, qui est en fait un parc pédagogique. La Petite Louaterie est située non loin de Château-Renaud, se compose de 12 hectares de parc, 6 hectares et demi de bois, un étang et 7 mares, 2 kilomètres de haies et bandes boisées et regroupe plus de 1700 espèces et variétés d'arbres et d'arbustes. L'arboretum de la Petite Louaterie a été créé pour répondre à plusieurs objectifs. Les végétaux y sont disposés selon un principe de plantation très original et bien qu'il soit encore jeune, cet arboretum a déjà toute une histoire. Sa situation géographique et ses différents milieux ont permis de mettre en place une palette végétale importante. Cet arboretum est très récent, les premières plantations datent de 1995. L'idée, cependant, de créer un arboretum est née au début des années 1980. Elle s'est affinée petit à petit, passant de celle d'un parc normal à celle d'un lieu véritablement pédagogique dédié aux arbres et arbustes utilisables actuellement dans les jardins et les espaces urbains. Parallèlement, le propriétaire et créateur, Jacques Bouteau, est membre fondateur et ancien président de l'association Les Arbusticulteurs. Jacques Bouteau est formateur sur la taille et gestion des arbres et des arbustes pour un public d'étudiants, de personnels d'entreprise et de collectivités, ainsi que d'amateurs. L'arboretum est également un excellent outil pour la connaissance de ces végétaux, de par la richesse de la palette végétale présentée, qui en fait un véritable catalogue vivant. Même si, parallèlement, l'arboretum fait également l'objet de suivi et d'études, le principal objectif reste la pédagogie par l'exemple. Les parcs botaniques présentent généralement des collections, incluant de nombreuses plantes rares. À la Petite Louaterie, l'objectif est plutôt de regrouper tous les arbres et arbustes que l'on peut trouver assez facilement en pépinière pour présenter l'ensemble de la palette végétale plantable dans les jardins et les espaces verts. Ici, les arbres sont disposés selon le principe suivant. Les espèces dont les feuilles se ressemblent sont plantées à proximité les unes des autres afin de mettre en évidence leurs similitudes et leurs différences. Cette démarche est née d'une idée de pédagogie de la reconnaissance des végétaux. Pour pouvoir différencier 2 taxons morphologiquement proches, le mieux est de les observer simultanément. Ce regroupement des arbres, par ressemblance morphologique, aurait pu concerner les fleurs, les écorces, le port général. Mais c'est souvent par la forme des feuilles que l'on reconnaît a priori les arbres. Et la relative
étroitesse du terrain, 12 hectares, nous a dissuadés, vu le nombre de taxons d'arbres et arbustes différents, plus de 1700, de réaliser plusieurs types de regroupements. C'est donc la ressemblance au niveau des feuilles qui a été favorisée. Les visites, toujours guidées, sont l'occasion d'aborder les différents aspects de la connaissance des arbres et des arbustes. La connaissance des arbres et des arbustes est un préalable indispensable à leur utilisation. Avant de décider de planter telle ou telle essence, il faut être certain qu'elle est adaptée aux contraintes du site, aux objectifs paysagers et aux usages attendus. Je cite encore Jacques Bouteau: la diversité des arbres et des arbustes, dimension, peau, architecture, aspect décoratif, intérêt écologique, origine géographique, est telle qu'il existe toujours de parfaitement adaptés aux multiples attentes paysagères et à l'entretien prévu. Bien choisis, correctement plantés et entretenus judicieusement, ils peuvent assurer alors un décor à la fois somptueux et économique. Ce court voyage dans nos arboretums nous permet, outre la qualité exceptionnelle de diversité botanique, nous permet aussi de retrouver dans tous ces endroits un rapport à la nature, tranquille, calme et simple. Nous arrivons à la fin de cet exposé. La question qui se pose alors est: comment entretenir et conserver un arboretum? Et quel avenir pour nos arboretums? Selon le ministère de la Culture, les arboretums protégés sont des parties constituantes du grand paysage et ce dernier est souvent fondamental dans leur composition. Patrimoine, cela suppose que l'on entretient, que l'on répare, au besoin que l'on restaure. Dans un arboretum, patrimoine vivant, cela implique que l'on remplace les victimes de l'âge ou des adversités, que l'on complète par des nouveautés. Si nous laissons un arboretum vieillir doucement avec un simple entretien de propreté ou d'esthétisme, nous aurons alors un parc de plus en plus clairsemé, qui aura certes de beaux restes, mais ne sera plus un arboretum. Il ne pourra plus assumer son rôle d'outil d'enseignement, et tout particulièrement pour l'éducation et l'information au public. Il sera de moins en moins une précieuse réserve de gènes, source de matériel et de propagation d'espèces ou de cultivars, non seulement rares et parfois menacés, mais permettant d'agrémenter en le diversifiant notre cadre de vie. Quelles sont les nuisances vis-à-vis de ces arboretums? Nuisances environnementales. Voyez l'exemple ici de Château de Maubranche dans le Cher, où l'inscription du parc et de ses jardins, le 4 février 2013, a permis d'éviter l'installation d'un hangar agricole à proximité. Nuisances aussi dues aux aléas climatiques. Tous nous nous souvenons des problèmes avec la tempête Lothar du 26 décembre 1999 et qui a ravagé la France. Problèmes économiques. Comment rentabiliser le site en lui gardant son identité? Comment trouver des solutions et des moyens pour poursuivre l'action pédagogique? Problème d'abandon, de transmission, de reprise. La ville de Chambourg en Cotentin, par exemple, a repris la gestion de l'arboretum du docteur Favier, la Fauconnière, en 2017 et sur 7 hectares. Et la ville, en fait, en vue de l'ouvrir au public, est en train de réaliser d'énormes travaux. On trouve aussi la difficulté de conserver l'intérêt scientifique, le problème de la risque de disparition d'un arboretum, comme on voit le cas, par exemple, avec l'arboretum des Bars. Enfin, les reprises. Accepter les charges et les responsabilités de l'arboretum. On a vu tout à l'heure le cas de l'arboretum des Prédiculants qui a été heureusement repris par un voisin amoureux des plantes, Stéphane Chacine, et qui a permis de continuer à faire revivre cet arboretum. Et puis, le gros problème, l'arboretum face au réchauffement climatique. Jean-Michel Sinsart, expert jardin au ministère de la Culture, a abordé ce sujet lors d'une récente conférence. La répétition de phénomènes extrêmes, la succession de chaleur et de sécheresse, les évolutions d'érosion des sols, les stress hydriques entraînent une perturbation du milieu qui affaiblissent les arbres. En ville, face à la canicule et les problèmes d'îlots de chaleur, les arbres sont néanmoins une des meilleures parades. Il semble justifié de s'interroger aujourd'hui sur la constitution des peuplements futurs, d'adapter et diversifier la trame végétale, d'affirmer la place des végétaux dans les villes et les arboretums et les territoires de demain. Mais comment intégrer les évolutions climatiques dans le choix de renouvellement de la palette végétale? Outil pédagogique et outil de réflexion par excellence,
Le rôle de l'arboretum permet en effet de relativiser et d'éviter un discours très simpliste, disant qu'il suffit de planter des oliviers, des chênes verts et des palmiers pour pallier au changement climatique. Les arboretums sont des supports à la connaissance et à l'observation des végétaux. Observation des arbres qui supportent la sécheresse et y résistent. Observation des arbres suffisamment âgés pour avoir résisté à des épisodes de grand froid et des hivers rigoureux. Ce sont des laboratoires grandeur nature pour étudier la réaction des différentes espèces d'arbres et arbustes dans le contexte du changement climatique. Le réseau des arboretums a beaucoup de choses à apporter dans la réflexion sur les essences qu'il va falloir installer pour résister au changement du climat. L'arboretum est un formidable outil pédagogique et d'observation pour un futur mieux pensé et une biodiversité renouvelée. Je vous remercie.